Alors, bienvenue à la session Le déchiffrement au Louvre, quelques histoires de personnes et d'objets. Juste une petite parenthèse pour vous dire que dans le cadre de ce colloque et de l'exposition Champollion, les antiquités égyptiennes, les antiquités grecques, étrusques et romaines et les antiquités orientales ont organisé un parcours au sein de leur salle sur la thématique langue, écriture et déchiffrement en lien avec les collections du musée du Louvre. Donc je vous invite à visiter ce parcours. Alors, contrairement à ce qui a été annoncé sur le programme, c'est Wouter Enkelman qui va ouvrir le bal, professeur à l'EPHE et spécialiste des mondes élamites et achéménides. Merci Wouter. Merci Véronique. Je commence là où Philippe Heuser, mon collègue à l'école pratique, a débuté. Sur le déchiffrement du vieux perse qui a eu lieu à Bisotun. Donc je commence comme lui avec une image de cette montagne magique dans le plain de Kermanshah, dans le nord-ouest de l'Iran. Et c'est là que Darius Ier a commandé un monument de victoire vers 520 avant Jésus-Christ. Au début, le dessin de ce monument était seulement un relief. Un peu plus tard, un relief avec une version de texte en élamite à droite du relief. Et encore plus tard, le roi a ajouté, par lui-même bien sûr, des versions en vieux perse et en babylonien. Donc le résultat était, on peut dire, un peu chaotique. Le monument était le lieu où on a déchiffré le vieux perse, donc d'un syllabaire réduit en comparaison avec le syllabaire suméro-akkadien. Mais parce que l'inscription, le texte de Bisotun est trilingue, on a aussi pu déchiffrer ici l'akkadien et l'élamite. Rawlinson a déjà essayé de lire l'akkadien de Bisotun. C'était en 1851, et après, il ne reste que la version élamite. Élamite était une langue ancestrale de l'Iran de sud-ouest, à notre connaissance, encore aujourd'hui, une langue isolée. Une langue parlée par les Élamites dans l'ancien royaume d'Élam, et parce que, grâce à son statut d'isolat, très difficile à comprendre même aujourd'hui. Rawlinson, peut-être par intuition, n'a pas voulu toucher cette version élamite et a laissé l'inscription au linguiste Edwin Norris, qui a produit une première interprétation qu'on peut bien sûr regarder comme déchiffrement, bien que l'élamite était écrit dans une version de l'écriture suméro-akkadien, déjà plus ou moins connue à son époque. Donc c'est, si vous voulez, une sorte d'émi-déchiffrement. Il a reproduit les copiés papier préparés sur site par Rawlinson lui-même. Ils sont imprimés dans sa publication, et ça reste un témoin très précieux de l'état du monument à ce moment-là. Nous sommes maintenant, je répète, en 1853, après, il y a 50 ans, presque 50 ans, des études élamites, avant que Pierre Charles, plus ou moins le père de l'élamologie française, se prononce en disant « Ici commence l'histoire de l'élam ». Et il fait ça dans le deuxième volume de la série Mémoires de la délégation en Perse. Donc, il a d'une certaine façon marrant qu'il a dit ça 50 ans après le déchiffrement et la première édition de la version élamite de l'inscription de Bisotun. Il mentionne bien sûr les inscriptions des Achéménides en élamite tardif, et il mentionne aussi des inscriptions ici en vers des rois anzanites, donc proprement élamites,
deuxième millénaire avant Jésus-Christ, mais il jette un peu à part tout ça en disant que maintenant, avec la fouille française à Suse, commence réellement l'histoire des Leilam au sens de monuments, des inscriptions en babylonien et en élamite et une vraie reconstruction de sa culture. C'était pas sans réponse. Il y a eu à ce moment déjà une école d'élamologie en Allemagne et par exemple Georg Hüssing a réagi de façon pas très amusée en disant pour nous en Allemagne l'histoire des lames a commencé en 1851. Ça veut dire après le début de déchiffrement de l'écriture suméro-akkadien. Il dit puis que le développement de l'émologie est proprement dû à Franz Weisbach, ici mentionné, et pas tellement à la délégation en Perse qui ont reproduit des monuments avec des inscriptions déjà connues dans des autres formes. Et il conclut à la fin que ici commence l'histoire des Leilam. Elle avait déjà commencé depuis longtemps et se développait plus maintenant. Donc une conclusion assez amère. Donc, il faut maintenant regarder plus précisément les 50 années entre Norris et Père Charles, et aussi une petite histoire avant le déchiffrement de Edwin Norris. Donc, je vous présente une page du livre de Norris, avec les 5 lignes au début de l'inscription de Bisutun en élamite, avec une translittération moderne en indiquant en rouge des erreurs et en des autres couleurs des choses non marquées dans la translittération ou marquées différemment aujourd'hui dans la translittération moderne. Et vous voyez qu'il y a quand même une grande distance entre l'état de connaissance des lamites à cette époque et d'aujourd'hui. Et si je prends un seul exemple, à la fin de 5 lignes citées ici, il y a le mot Hakamanouch qui veut dire Achéménide, de vieux perse Hachamanish. Dans la translittération de Norris, ça veut Akavani S. Et puis dans la translittération moderne, ça c'est Hakamanouch. Mais quand même, le texte de Norris reste assez intéressant parce que par intuition et par comparaison avec notamment la version vieux perse, il est assez proche à la prononciation des Leilamites à l'époque achéménide. Le H est totalement muet et plutôt utilisé pour fermer des syllabes ouvertes. Man est prononcé comme van. Nous a gagné une valeur ni. Et ish, ici à la fin, a eu une voyelle qui est devenue neutre à l'époque achéménide. Donc la translittération de Norris, d'une certaine façon, de façon intuitive, est assez proche à la réalité de l'usage des Leilamites à cette époque tardive. À part de ça, Norris reste très important parce que, comme j'ai dit, il a préservé en copie, comme montré ici, l'état du monument au milieu du XIXe siècle. Et si on regarde dans les détails sa copie, vous voyez qu'il y a des clous cuneiformes qui sont complètement remplis, ceux qui sont gris et ceux qui sont que rendus en silhouette pour rendre les différents états de préservation des signes. Et ça c'est le document le plus riche qu'on a sur Bisutun. À part de ça, il ne faut pas se fier sur Norris pour, par exemple, morphologie ou grammaire en général. Pour ça, il faut attendre Jules Oppert, déjà mentionné par Philipp Heuser, donc né Julius Oppert, et Franz Heinrich Weisbach. Le premier, professeur au Collège de France et aussi attaché à l'école pratique des hautes études, a une sorte de commentaire
et transcription plutôt de la version qui appelle la version MED. Le mot élamite n'était pas encore utilisé à cette époque, avec des solutions parfois géniales sur des problèmes morphologiques et syntactiques. C'est Franz Heinrich Weisbach qui produit la première édition de Bisotun élamite fiable. Et c'est aussi une édition, comme je souligne toujours, qui est très élégante dans sa générosité vis-à-vis des collègues. Donc, toujours, si Opère a trouvé quelque chose, si Norris ou des autres collègues ont proposé des solutions, c'est lui qui note ça dans ses commentaires et ses notes critiques. C'est autre chose avec des autres éditions plus tardives de cette inscription. Weisbach a aussi eu la possibilité d'étudier les originaux, les papiers copies de Rawlinson à Londres dans le British Museum. C'est à la fin du 19e siècle et il constate que les copies sont dans un très mauvais état. Et il est vraiment le dernier à travailler avec les copies faites par Rawlinson. Et ça, c'est une autre observation très importante parce que l'état du monument n'est pas comme dans le milieu du 19e siècle. Donc, les copies produites par Weisbach et Norris à travers les papiers de Rawlinson restent des témoins extrêmement importants. Donc, il y a une tentative de documenter Bisotun. Donc, je vous montre un scan qu'on a produit il y a 10 ans qui montre l'état actuel de façon assez précise. Mais je reviens sur Norris parce que Norris lui-même aussi n'a pas travaillé dans un vide. Déjà, comme avec le vieux perse, il y a eu des tentatives de déchiffrer l'élamites. Sous différents noms. Donc, on a parlé de Mède, de Scythe, de Susien et des autres noms avant de décider de parler de l'Élamite, mais ça encore plus tard. Les versions élamites des inscriptions trilingues des rois achéménides étaient connues depuis le XVIIe siècle et il y a eu des copies fiables depuis le début du XVIIIe siècle. Et parce que souvent, dans un placement vertical, la version élamite, la deuxième, on a aussi parlé de la langue deuxième, donc la deuxième langue des Achéménides, comme pour utiliser un terme neutre. Donc déjà évoqué par Philipp Heuser, Carsten Niebuhr, qui a étudié les inscriptions de façon très précise, a fait une liste de signes pour l'écriture vieux perse, a aussi produit des copies de l'élamite, mais pour l'élamite, il n'a pas produit une liste de signes, donc là, ces copies ne sont pas si fiables. Quand même, on a pu constater quelque chose et je peux vous montrer très facilement. Au début, j'ai dit que l'élamite, au fond, c'est une forme de l'écriture suméro-akkadienne, mais c'est assez développé. Et au moment que les rois achéménides ont utilisé l'élamite pour leurs inscriptions trilingues, l'élamite est considéré par la scribe et par la sculpture comme une chose entièrement différente. Donc ici, une inscription dans le palais de Xerxès. Je vous montre la version élamite et puis la version akkadienne. Et puis, je vais isoler deux signes dans la version akkadienne ou babylonienne. Ce sont les signes Ou2 et Mesh. Et même dans la même inscription, mais version élamite, les mêmes signes Ou2 et Mesh. Et vous voyez que stylistiquement, ils sont rendus bien différents. Donc, dans la perspective des sculpteurs, les deux écritures sont distinguées. Ça, on a déjà pu observer avant Norris. Il y a des autres tentatives. Westergaard, déjà mentionné, a eu des copies des inscriptions de Darius à Naqsh-e-Rustam. Donc, il y a des petites étapes déjà avant Norris. C'est lui aussi qui parle de la langue mède plutôt que élamite.
Hincks, déjà mentionné, a travaillé ou essayé de travailler sur l'Élamites. Et puis, pas seulement les inscriptions des Achéménides étaient connues, mais aussi les inscriptions néo-élamites, donc pré-achéménides, d'un dieu qui s'appelle Culephara, que je vais présenter pour vous, et aussi des inscriptions achéménides et pré-achéménides, moyen élamite, il faut dire, reproduits dans la lithographie par Loftus. Donc, il y a toute une documentation déjà disponible. Donc, je viens de mentionner Culephara dans la vallée d'Isère. C'est une gorge spectaculaire avec plusieurs reliefs et avec une inscription plus large et quelques inscriptions brefs, des étiquettes plutôt. Et ça a été connu et c'était l'objet des études élamites avant les grandes fouilles à Suse et la découverte publiée par Père Charles. Donc, par exemple, ici, Weisbach, déjà mentionné, a publié une étude sur les inscriptions néo-élamites avec une copie très belle que je montre ici. Donc, le même Weisbach qui a produit une édition de Bisotun. Donc, nous sommes dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Là, il y a toute une série des études de différents aspects de l'élam et de l'élamite. Archibald Henry Sayce, par exemple, un des savants qui ont proposé le terme élamite, qui est utilisé aujourd'hui pour la culture et pour la langue. Et c'est lui aussi qui a de nouveau étudié les inscriptions que je viens de proposer de Culephara. Weisbach a publié 3 livres sur l'élamite. Peter Jensen a étudié l'onomastique élamite et Heinrich Winkler est pionnier dans la question des relations de l'élamite. Est-ce que l'élamite est vraiment en isolat ou est-ce qu'il y a des relations? Dans son cas, il a proposé des relations avec des langues altaïques. Donc, à la fin du XIXe siècle, il y a une compréhension de la culture élamite et de paléographie élamite qui s'évolue à partir de la fin du 3e millénaire, qu'on peut diviser en paléo-élamite, méso-élamite et néo-élamite. Et puis, l'élamite a pris en tant que langue savante par les rois achéménides. Donc, on parle de élamite achéménide ou élamite tardif ou irano-élamite, etc. Donc, ça, on a déjà bien compris. On a aussi compris que le basse-pays de Khuzestan, autour de Sus, n'était pas élam entièrement. Il y a aussi les montagnes qui sont assez importants pour les élamites. C'est une dualité. Les rois élamites se stylent roi de Sus et d'Anshan. Anshan n'était pas encore localisé, mais pour les savants et surtout pour les savants de l'école allemande, il était clair que la montagne de Fars était une partie constituante du monde élamite. Et encore une autre partie, la ville de Bushir, l'ancien Lian, a constitué une 3e partie de l'élam. Donc, on a compris schématiquement l'élam comme ça. Pour les relations de l'élamite, je ne peux pas entrer dans les détails. Donc, dans le XXe siècle, on a beaucoup investi dans les relations avec les langues dravidiennes. Mais dans les recherches les plus récentes, on a conclu plutôt que bien qu'il y a des relations et il y a des mots qu'on peut, dans le lexique élamite qu'on peut identifier en dravidien, il y a aussi des relations avec les langues couchites. Ce ne sont pas des relations génériques, mais plutôt des relations culturelles. Donc, Elam est vraiment placé dans une sorte de continuité de culture au Golfe Persique, Océan Indien, et puis à l'ouest et à l'est. Donc, la question des relations de l'Élamite reste à résoudre. Donc, je reviens sur la fin du 19e siècle. Donc, on a déjà eu certaines connaissances de l'élamite. Quand même, le père Charles se prononce en disant « Ici commence l'histoire
d'Élam. Donc d'où ça? Et qui est le père Charles? C'est un dominicain, et pas le seul dominicain à travailler dans la discipline de l'élamologie. Il a obtenu un doctorat déjà en Mayence avant de s'inscrire à l'école pratique des hautes études, où il devient maître de conférences et plus tard directeur d'études, et aussi au début de sa carrière demandé d'être membre de la délégation archéologique française en Iran. Donc ça, c'est un moment très important, bien sûr, dans sa vie académique. Et en tant que membre et épigraphe et plus tard même directeur de la mission, et produit des tomes avec des textes élamites et aussi avec des textes babyloniens, bien sûr, mais de ça, je ne parle pas. Donc, il y a 6 volumes, très, très grands volumes, avec des textes, des monuments, des inscriptions, des tablettes en élamite, avec des commentaires, avec des notes critiques et tout ça. Donc, ça, c'est fondamental. Donc, d'une certaine façon, on peut bien dire, ici commence l'histoire du pays d'Élam. Il a aussi écrit des articles sur presque n'importe quel sujet on peut imaginer sur l'histoire d'Élam. Donc, parmi ces publications, le traité très important pour l'histoire d'Élam de Naram-Sin avec un roi anonyme élamite, l'inscription sur statue de Napi-Rasu, aussi ici au Louvre, une statue qui parle en première personne d'une femme, la reine Napi-Rasu, aussi des inscriptions des rois Shutrukid qui sont fondamentales pour l'histoire d'Élam dans la deuxième moitié du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, de belles stèles reproduites dans de très belles héliographures, comme ici, et puis aussi des monuments de l'histoire tardive, néo-élamite, avec des inscriptions comme cette inscription de Chuturnahunt II, une invocation de la déesse Pinikir sur une corne d'albâtre qui parle, l'objet parle de lui-même, d'être un objet de corne d'albâtre placé dans le temple de Pinigir. Et puis, il a aussi publié des documents d'administration de nature économique qui sont les premiers témoins des relations entre les Élamites dans le Basse-Pays et les nouveaux venus perses dans les montagnes de Fars ou de Anshan. Donc, ce sont des documents hautement importants pour l'évolution et pour l'émergence aussi de l'Empire achéménide vers 550 avant Jésus-Christ. Donc, il souligne l'importance de la documentation économique, plus important pour lui que des inscriptions des rois. Quand même, avec toute son estimation pour une telle documentation, il reste très archéologue dans son approche des Élamites. Donc, il publie bien sûr les inscriptions et des inscriptions majeures en babylonien. Donc, quand il regarde l'Élamite, il regarde ça parfois comme une langue barbarisée ou une écriture barbarisée par les Élamites. Et ici, par exemple, les Élamites n'utilisent pas le logogramme normalement utilisé, par exemple, pour le 9e mois, mais utilisent un logogramme qui a une même ou une prononciation ou une prononciation similaire. Ils parlent de travestissement de la part des Élamites. Donc son regard n'est pas nécessairement très positif. Quand même, il a construit un modèle pour étudier l'Élam et l'Élamites. Il parle à la fois des textes élamites sémitiques et des textes élamites anzanites. Sémitique, ça veut dire les textes babyloniens venant de Sus, parce que le babylonien était adopté par les Élamites pour administration et était utilisé pour des siècles et des siècles à Sus. En même temps, il y a la langue qu'on appelle aujourd'hui élamite, qu'il appelle anzanite, de Anzan, le Haut-Pays, et qui, pour lui, fait partie de la culture élamite. Donc, élamite, c'est plutôt un terme culturel, et sous ce terme culturel, il y a les deux langues anzanite, donc notre élamite, et sémitique.
Et je crois qu'en tant que modèle intellectuel, ça reste très important. Aussi, par exemple, pour l'édition de Bisotun, où il y a une version acadienne, il y a une version acadienne dans ce monument, pas parce qu'il y a des visiteurs babyloniens venant en Iran, mais parce que l'acadien était une langue traditionnelle de l'Iran, comme l'élamites. Et ça c'est la raison pourquoi Darius a inclus cette langue. Quand même, quelques mots avant de conclure sur l'école allemande fondée en partie par Georg Hüssing, décrit par George Cameron comme « the brilliant erratic ». Et c'est complètement vrai, je crois. Donc, parfois, il a publié des choses bizarres, parfois, il a des choses vraiment inspirantes. Il a écrit sur grammaire, sur culture et tout ça. Il inclut un petit livre, presque une brochure, Der Zagros und seine Völker, donc le Zagros et sa population, qui construit un modèle à partir des montagnes Zagros, qui parle de culture Zagros et qui identifie la culture élamite comme une culture Zagros. Et ça, c'est une perspective profonde, je crois. Et donc, ça lui donne la possibilité, par exemple, de parler d'aspects de géographie, comme dans le cas de cette inscription qui parle en élamite de Carentosh, qui identifie avec Kirent dans le nord-ouest de l'Iran. Il parle des L'élam comme une population, une culture qui se retrouve pas seulement dans la plaine, mais aussi dans les montagnes, qui construit des sanctuaires au ciel ouvert dans les montagnes, qui utilise le paysage, qui reconnaît le paysage comme lumineux ou divin. Voilà, si on regarde aujourd'hui où sont trouvées les inscriptions élamites, vous voyez que dans l'autre pays, dans les montagnes de Fars, il y a quand même beaucoup de témoins de l'élamite. Il inclut ce site Raleigh-Gali, où relativement récemment, dans cette tapée bien préservée, on a trouvé une inscription du dernier roi de Shutrokide qui s'appelle Hutuletush Inshushinak, qui fait une belle prière ici pour sa vie, en évoquant le dieu Napirisha, le dieu de l'autre pays. Et chose intéressante, ce lieu en pleine montagne, là où même les vallées sont inaccessibles pendant l'hiver. C'est un paysage qui est plutôt donné au élevage de troupeaux. Et donc, c'est un paysage qui est défini par l'usage saisonnier. Plutôt. Donc, ça veut dire que les rois élamites ont investi plutôt pas seulement dans la civilisation urbaine de la plaine, mais aussi dans le monde pastoraliste des montagnes. Et on construit des temples là-bas, peut-être pour contrôler le pastoraliste. Et donc, dernièrement sur ça, si je montre de nouveau sur cette carte le site, et je fais aussi une projection de Fars, le cœur de l'Empire achéménide, de perspective administrative. Et je parle maintenant des tablettes élamites venant de l'administration de Persépolis, où est encore reconnu en tant que dieu Napirisha. Et j'indique où exactement on a fait des sacrifices pour ce dieu. Vous voyez que c'est dans le secteur ouest et nord-ouest plutôt qu'il est attesté exactement où on a trouvé cette inscription. Et ça aussi fait partie de l'élamologie aujourd'hui. Donc les perspectives de Hüssing restent valides comme les perspectives de Charles. Merci. Allemand. Il ne paraît pas un mot d'origine germanique, donc quelle est l'étymologie du mot? Pourquoi il a été choisi ce mot? Le nom Élam? Oui. Oui, ça vient de la Bible, via l'acadien. Et le nom revient dernièrement au nom d'Élam en élamite, Haltamti ou Hatamti. Donc, ce n'est pas un choix sans raison, mais on peut... Pourquoi avant il y avait plusieurs références à la langue de Scythe
d'après ce que j'ai vu en anglais. OK, parce que on s'est demandé pourquoi tout commence avec les rois achéménides, non? Avec leur empire vaste qui couvre le Moyen-Orient. Donc on s'est demandé quelles sont les langues possibles. Donc on a parlé des Mèdes, regardés à cette époque comme le prédécesseur des Achéménides, et les Scythes, parce que ça doit être apparenté, mais aussi différent des langues parlées par les rois achéménides. Donc, ce sont des hypothèses qu'on a testées. Honnêtement, Scythe, c'est un peu fantasiste. Donc, la langue Scythe, c'est plusieurs langues. Ce sont des langues iraniennes. Donc, dans le cas de Scythe, il serait beaucoup plus facile de comprendre l'élamites.